Ravi de vous retrouver pour Derrière l'image. Aujourd'hui, c'est notre grand reporter Cyril Payen qui m'accompagne. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cette image sur laquelle on voit Melania Trump qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une première, alors que les États-Unis assurent la présidence du Conseil en mars. La première dame américaine a plaidé la cause des enfants victimes de guerre à travers le monde, 2 jours après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Que dit cette image? Précisément, on ne pouvait pas résister au fait de parler encore et toujours de monsieur ou madame Trump. Et là, effectivement, plus rarement en tout cas, c'est la première dame des États-Unis qui apparaît dans cet hémicycle. C'est l'organe exécutif des Nations Unies pour le premier jour de présidence, vous le disiez, tournante, qui donne à Washington cette présidence parmi les 15 membres. Et effectivement, cette image est assez saisissante puisque ceci n'est jamais arrivé. Jamais la femme d'un président, quel qu'il soit, ou réciproquement, a pris cette place. Alors, avant toute chose, je vous propose de joindre l'image à la photo. Donc, je vous propose d'écouter les propos liminaires de Melania. On a hâte d'écouter ça. Certainement, et surtout, on va pouvoir le commenter. S'il y a quelque chose à commenter, tout ça est un peu irrationnel et vide, mais qui finalement illustre, on l'aura compris, la nouvelle présidence, la seconde présidence du président américain. Je vous propose d'écouter les propos liminaires de la première dame américaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était hier, écoutez-la. Bonjour, la 10 113e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Je présente mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu leurs héros, qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Leur courage et leur dévouement resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Je souhaite de tout cœur un prompt et complet rétablissement à toutes les personnes blessées. Je pense à vous et je prie pour vous en ces moments difficiles. Alors, je vous ai vu un peu sourire, Cérine, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas l'accent slovène de la première dame. Alors, il y a deux lectures. La première, c'est évidemment le côté totalement inédit, mais auquel cet ultra-communicant qui est son époux, qu'est Donald Trump, de vouloir communiquer, d'être un vecteur de son image. La première lecture, on peut s'en réjouir, c'est une femme, effectivement, qui est dans cet hémicycle éminemment exécutif, extrêmement important. On est au sommet du multilatéralisme. Eleanor Roosevelt, l'une de ses prédécesseurs, qui était extrêmement active. Alors là, pour le coup, vraiment, n'a jamais eu le choix, enfin en tout cas l'occasion de prendre ce marteau pour ouvrir cette session. Melania Trump est assez discrète. On sait qu'elle défend, elle est intervenue très discrètement sur le dossier ukrainien en faveur des enfants. C'est un peu un de ses chevaux de bataille, la défense des enfants. Alors évidemment, dans cet hémicycle, et en tout cas à l'ONU, il y a une délégation iranienne. Il n'échappe à personne ce qui se passe dans le monde à l'initiative de Donald Trump depuis quelques jours entre Washington et Téhéran. Et de rappeler que de défendre le droit à l'éducation des enfants, alors selon les médias iraniens, une école a été bombardée samedi dernier par des frappes israélo-américaines, a fait 165 morts, médias officiels, mais tout de même, il y a certainement une grande bavure. Tout cela est un petit peu en décalage, une contradiction, voire un paradoxe dans les mots, dans la présence de Madame Trump sur cet hémicycle. Je rappelle aussi qu'elle défend l'éducation, le droit au développement, et que l'UNESCO, et on va y revenir, l'UNESCO, qui est l'agence de l'ONU pour le développement de l'éducation, du patrimoine et de la culture, les fonds ont été coupés très brutalement en janvier 2025 par son époux. Est-ce qu'il souhaite la mettre un petit peu en avant ces derniers mois, Donald Trump? On a vu aussi ce documentaire qui est sorti sur Amazon Prime, tenu par Jeff Bezos, ami de Donald Trump, ce documentaire sur Melania Trump. Donc vous êtes mauvaise langue et vous n'êtes pas féministe, mais en tout cas on peut comprendre. Oui, c'est ce qui se dit aussi dans les milieux diplomatiques, c'est qu'il y a une volonté, tout ça étant un vecteur de communication totalement favorable à la galaxie Trump. Il y a eu ce film, effectivement, Melania, dont on voit l'affiche qui était à la grande gloire
gloire 40 jours dans le secret de la vie de la première dame des États-Unis avec un accès illimité. Enfin, on peut penser que Donald Trump, qui s'est sur ce coup complètement trompé, ça serait un grand vecteur à sa propagande en mettant en avant Melania. Donc il se dit, évidemment, avec évidemment un tout petit peu de mauvaise langue qui fait partie aussi de la diplomatie, que c'est un gage de retour après ce flop énorme de ce film, en dépit du fait que les grands labels américains qui ont sponsorisé ce film ont un peu boosté, ont un peu augmenté les chiffres, mais en gros personne n'a été absolument intéressé par ce faux biopic de la première dame américaine, mais que ce serait une compensation après tout. Et en plus, Donald Trump ne goûte absolument pas ces hémicycles onusiens, donc il a propulsé sa femme avec les effets qu'on a vus, avec l'introduction qui était effectivement assez peu fracassante. Enfin, en tout cas, on sent pas un énorme charisme ou des paroles historiques qui ont été prononcées par Melania Trump hier à l'ONU. Pour revenir sur sa présence au Conseil de sécurité de l'ONU, au-delà du symbole, est-ce que cette présidence inédite, elle peut rassurer le monde sur les intentions de Donald Trump en matière de diplomatie? J'ai ma petite idée sur la question, mais je vous laisse me répondre. Moi, je crois que vous pensez tout haut. Oui, si on est très très franc, non, c'est absolument pas ça. C'est sans doute un peu un retour de poudre aux yeux de Donald Trump qui utilise pour sa propre propagande personnelle, on le voit, le nouveau président américain qui renverse la table depuis un an, de retour aux affaires, et qui, oui, un de ses grands travaux, c'est son Conseil pour la paix, qui a fédéré une trentaine de pays, mais pas du tout les pays habitués au multilatéralisme, et qui est un concurrent de l'ONU, son Conseil de la paix, dont la première action, évidemment, a été de ne pas faire la paix, puisque ça a été cette énorme attaque sur l'Iran que l'on observe depuis quelques jours et qui bouleverse le monde. Donc non, Donald Trump, très concrètement, incarne d'abord de cibler tout ce qui représente l'ONU. Je rappelle qu'il a organisé la séparation de 66 organisations internationales, donc 31 affiliées à l'ONU, dont le financement et dont le simple fait d'être membre a été enlevé par les États-Unis. Il a coupé ce qui était l'US-AID, qui était un cordon ombilical humanitaire pour des millions de nécessiteux dans le monde. Tout cela a été coupé. Ça a mis énormément, ça crée un énorme gouffre, un énorme problème de financement pour des organisations humanitaires à travers le monde. Donc il est totalement opposé à cette forme de multilatéralisme. Ce qui l'intéresse, c'est lui, ce qu'il dit, ce qu'il fait, même si c'est extrêmement contradictoire. On va peut-être y revenir. Mais non, très clairement, pour répondre à votre question, son message, c'est « je me sers de l'ONU, je mets mon épouse pour lui faire plaisir, pour faire plaisir à qui, je ne sais pas, mais en tout cas pas à l'ONU, mais il fonce tambour battant vers son idée, et puis surtout cette idée de lui-même, puisque il s'agit de ça. Je rappelle qu'in fine, cet homme fait beaucoup la guerre depuis quelques mois, mais il rêve d'être nobélisable, d'avoir un prix Nobel de la paix. C'est mal parti. Oui, c'est mal parti. Sur le terrain, alors que le conflit s'aggrave, est-ce qu'on en sait plus sur la stratégie américano-israélienne? Alors voilà, là on va vraiment mettre les mains dans le cœur du problème, et c'est assez intéressant de voir ces déclarations, et puis certainement que la présence de Melania Trump y participe, cette forme de rétropédalage depuis 48 heures de l'ensemble de l'administration américaine sur ce but de guerre. Qu'est-ce que les Américains ont-ils été faire dans cette énorme offensive, avec cet énorme dérapage incontrôlé, on a l'impression, avec une absence, ou en tout cas un brouillon de stratégie sur in fine, quelle va être la cible en fait pour faire tomber les mollahs, donc le régime islamique d'Iran, que le peuple se soulève, prenne le pouvoir. Tout ça est extrêmement brouillon, et on a du mal, on peine un peu à trouver une cohérence dans ce qui se passe, et surtout avec cette énorme tectonique des plaques sur le terrain. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi. Il s'agit d'Abel Bekawan, qui est un chercheur et qui a son idée sur la question. C'était il y a quelques heures sur nos antennes. Je vous propose de l'écouter. Moi, personnellement, je pense que Donald Trump est la dernière personne qui s'intéresse à la question de la démocratie. La démocratie ne fait pas partie de son référentiel. Si vous voulez faire chuter le régime, il n'y a pas 250 000 chômeurs. Et dans le contexte iranien, il n'y a que 4 options. Vous n'avez pas 200 options. La première option, c'est les troupes américano-israéliennes ou seules. Or, ni les Israéliens ni les Américains n'envoient pas un seul soldat au sol. On sait très bien que de 90 à 2003, on frappait le régime de Saddam Hussein. J'étais
en Irak, je sais très bien de quoi je parle. Mais le régime de Saddam Hussein n'est jamais tombé. Il est tombé lorsqu'on a envoyé 150 000 GI à Bagdad, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première option exclue. La deuxième option, il faut avoir une opposition centrale, centralisée, unie, unifiée et armée aux frontières. Au moment où le régime ultra fragilisé, cette opposition armée prend le relais. Aujourd'hui, on sait très bien que l'opposition iranienne est structurellement, profondément fracturée en termes ethniques, confessionnels, linguistiques, régionaux, etc. Ils ne se parlent absolument pas, les groupes d'opposition. Donc, deuxième option, non. Troisième option, il faut une défection au sein du régime, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire depuis 79 jusqu'à aujourd'hui, on sait très bien que le torchon brûle entre les passes d'Aran et l'armée régulière. L'armée régulière qui est totalement exclue, marginalisée, qui ne dispose pas beaucoup de moyens, etc., qui n'est pas très crédible pour l'ancien guide ni pour les partisans. Alors aujourd'hui, est-ce que cette armée-là pense qu'il a un rendez-vous avec l'histoire, il va faire de la défection et donc là, elle deviendra un partenaire de la communauté internationale? Ça, c'est, je ne sais pas. Pour le moment, nous n'avons aucun signe. Aucun signe. Et la troisième option, c'est avoir maintenant, là, tout de suite, pendant le bombardement, et non pas après, et non pas avant, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions Iraniens sur 90 millions de personnes dans la rue. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ou après? Parce qu'une fois la guerre est terminée, le régime, même fragilisé, même ultra fragilisé, aura toujours tous les moyens pour réprimer la manifestation. C'est maintenant, le peuple iranien doit descendre dans la rue. Cyril, est-ce que la négociation est encore une option ? Ça peut paraître complètement surréaliste, mais je vous rappelle qu'avec Donald Trump, tout est possible. Il ne faut pas suranalyser ce qu'on aurait tendance à faire, les actions de Donald Trump, parce qu'elles sont difficilement analysables, puisqu'elles sont liées à son intuition, son air du moment. On a beaucoup entendu des choses et leur contraire depuis 48 heures sur le seul dossier iranien, et Dieu sait si c'est pas le seul. Mais c'est assez intéressant parce que, effectivement, un certain nombre d'experts rappellent une chose, c'est que Donald Trump, au cœur, mi-janvier, au cœur des manifestations très inédite, ce qui est le soulèvement populaire en Iran, avait appelé, exhorté la société civile et la rue iranienne à, je le cite de mémoire, sortez dans les rues, nous serons là pour vous aider. Donc il s'agit maintenant de savoir si le président américain se soucie des Iraniens, se soucie plus généralement de la démocratie. On peut gager qu'il a une certaine distance avec ces notions. Et la question de la succession, est-ce qu'il va faire plier suffisamment après l'élimination de l'ayatollah Khomeini assez de leviers pour négocier? C'est ce que craignent un certain nombre d'experts, puisque je vous rappelle que vendredi matin, il a annoncé ces nouvelles frappes en disant: nous allons frapper le cœur, les Israéliens vont frapper l'exécutif, les hommes, et vous, le peuple iranien, soulevez-vous, prenez les rênes du pays. Vaste programme, en tout cas, mais il est totalement possible avec Donald Trump qu'il il se contente de la mort de Khomeini, de ces frappes très puissantes, 6 morts du côté américain, le marasme régional, et qu'il dise, maintenant, nous retournons à la table des négociations. Je ne suis pas là pour dire l'avenir, je suis là pour dire qu'avec lui, tout est tout à fait possible, aux grandes dames des populations. Je rappelle qu'il y a eu 20 à 30 000 morts en janvier dans les rues iraniennes. Merci beaucoup Cyril Payen pour toutes ces explications. C'était Derrière l'image.